Très heureux d'accueillir pour cette deuxième partie de la journée donc, deux collègues d'autant plus appréciés qui sont dans des établissements où j'ai non pas sévi, mais j'ai été étudiant, moi, à l'époque, dans le classe préparatoire aussi au lycée Joffre à Montpellier. D'un côté, donc, Julie Reynaud, qui est docteur, professeur agrégé de philosophie en classe CPGE, donc, au lycée Joffre à Montpellier. Et de l'autre côté, avec une double casquette aujourd'hui, Alain Joyeux, qui est d'un côté, vous le savez depuis ce matin, donc, président de la PHEC, l'association de professeurs de HEC, mais surtout pour cette intervention, qui est professeur de sciences supérieures en géopolitique dans le même établissement, donc à Montpellier, au lycée Joffre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'est bon. Bonjour à tous. Alors, nous avons posé la question pour commencer ce dialogue qui sera à la fois philosophique de mon côté et géopolitique du côté d'Alain Joyeux. La question suivante, le monde est-il devenu trop étroit? À la fin du chapitre 3 du Petit Prince, Saint-Exupéry représente son personnage debout sur une toute petite planète où il habite entre quelques fleurs et deux petits volcans qu'il entretient en arrosant les premières et en ramonant les seconds. Il serait impossible d'y faire paître un troupeau d'éléphants, nous apprend Saint-Exupéry tant elle est exiguë, à moins de mettre les éléphants les uns sur les autres. Et on a un très beau dessin de Saint-Exupéry qui représente les éléphants mis les uns au-dessus des autres. Un baobab encombrerait, écrit-il, toute la planète. Et si la planète est trop petite et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. Il semblerait que le monde habité par le Petit Prince soit si étroit que 3 baobabs seraient capables de l'envahir. Cet astre minuscule représenté par Saint-Exupéry rappelle notre planète Terre, c'est-à-dire le monde habité que l'on appelle volontiers monde, en prenant la partie, la Terre, pour le tout, le monde, c'est-à-dire en usant d'une figure de style qui est une métonymie, une synecdoque. C'est un emploi très commun du mot monde que de le confondre avec la Terre, mais c'est un emploi qui trahit à la fois ce qu'est le mot cosmos, qui est plus vaste que l'espace terrestre, mais qui révèle aussi une certaine forme d'anthropocentrisme, puisque nous confondons notre monde habité terrestre avec le monde en son entier. Or, à la différence de l'espace habité par le Petit Prince, qui est manifestement très étroit, notre Terre peut sembler très vaste. Elle est encore dotée d'espaces peu explorés, comme les fonds sous-marins ou des régions inhospitalières. Avec une superficie de plus de 500 millions de kilomètres carrés, on voit mal comment on pourrait la trouver trop étroite. Or, ce serait peut-être oublier que ces espaces viables, ceux habitables, sont beaucoup plus restreints. Il n'y a ni hommes au fond des océans, ni sur des terres au-delà des cercles polaires ou dans les déserts. En outre, ils sont souvent dits surpeuplés, ces espaces terrestres. Aujourd'hui, on les dit pollués, les ressources y sont exploitées, voire surexploitées. Ce qui incite d'ailleurs de nouveaux aventuriers à imaginer un exil sur une autre planète, peut-être la Lune, peut-être Mars. Le monde semble bien être devenu trop étroit. Alors, comment des individus qui désirent à l'infini pourraient-ils se satisfaire d'une Terre limitée? Est-ce que la découverte scientifique de l'univers en expansion infinie a résolu cette frustration ou est-ce qu'elle ne l'a pas renforcée? Est-ce que le ciel constitue un vrai lieu d'ouverture pour nous autres terriens, un lieu de respiration privilégié qui nous permettrait d'échapper à ce ressenti d'étroitesse? Est-ce que la perspective d'une vie out of the world, comme dit Baudelaire, satisfera l'être humain vivant sur cette terre étriquée? Ou faut-il refondre complètement notre manière de nous représenter le monde habitable, voire notre mode de vie lui-même, pour qu'il cesse d'être perçu comme une vie à l'étroit? Cela nous conduira à poser la question de la surpopulation, bien sûr, mais aussi à nous interroger sur le paradoxe suivant. Alors même que les sociétés humaines se sentent parfois à l'étroit dans un espace terrestre limité, elles ne cessent de le strier de frontières et de murs toujours plus nombreux. Au fond, la globalisation unifie-t-elle le monde ou multiplie-t-elle les mondes? Si l'étroitesse est toujours un ressenti, si elle est subjective, c'est moins la largeur objective de l'univers qui atténuera ou fera disparaître ce sentiment qu'une largesse de vue qui pourra nous apaiser.
par exemple en reconsidérant le monde ou en réévaluant les bienfaits de l'étroitesse ou de la petitesse. On proposera un premier axe qui tournera autour de cette idée que le monde, lorsqu'on le prend au sens de monde habité, peut en effet sembler de plus en plus exigu, au point qu'on puisse douter de sa viabilité. Dans un second moment, on verra que la représentation du monde a changé, elle est devenue une approche moderne d'un univers toujours plus vaste. Est-ce que cette ouverture de l'univers infini a détruit ce ressenti d'étroitesse ou est-ce qu'elle ne l'a pas, au contraire, et paradoxalement renforcé? Et enfin, notre troisième axe reviendra à se dire que si les frontières et les utopies renforcent le sentiment d'étroitesse, il va falloir peut-être réinvestir le monde autrement pour ne pas y étouffer. Alors, premier point, on s'est posé la question, le monde est-il surpeuplé? Ce qui justifierait dans un premier temps qu'on se sente à l'étroit. Alors, c'est vrai que le monde ne peut être pensé étroit que pour ceux qui y vivent. On ne vit le ressenti d'étroitesse qu'à la condition d'abord de sentir son corps entravé dans un espace contraignant, un espace exigu, ce qui est forcément le propre d'abord des animaux supérieurs et des hommes. Par exemple, un animal peut ruer, se cabrer ou manifester sa gêne dans un enclos, une cage, un bocal, un camion, qui l'empêche de se mouvoir librement. Mais par contre, il n'aura pas ce ressenti peut-être en pleine nature, à moins de rencontrer un obstacle, mais globalement, il faut qu'il soit empêché pour avoir ce ressenti d'étroitesse. Cependant, nous, les êtres humains, nous avons autre chose qu'un pur ressenti. Ce ressenti est accompagné chez l'être humain d'une conscience qu'il y a monde. Il n'y a de monde que pour l'homme. Seul l'homme se représente le monde en son unité. Et qu'est-ce qu'il appelle monde? Eh bien, le premier sens que nous donnerons à cette notion, c'est le monde vécu, c'est-à-dire la planète Terre, l'usage métonymique dont je parlais en intro, et plus particulièrement les espaces qui l'habitent. Or, le développement galopant de la population mondiale, on a évalué qu'en moins 6500 avant Jésus-Christ, on devait être environ 7 millions d'individus humains sur Terre, et passer à 700 millions d'hommes au début du XVIIIe, et à plus de 7 milliards de nos jours. Ces données chiffrées semblent rendre nécessairement l'espace viable plus étroit. Alors une question se pose. Notre monde est-il vraiment devenu trop étroit parce que surpeuplé? Et la géopolitique peut apporter à cette question un précieux éclairage. Je mets la diapositive. Voilà. Alors oui, cette question de la surpopulation est une question ancienne. Depuis l'Antiquité, de nombreux auteurs se sont posé la question d'un idéal stationnaire, des avantages, des risques liés à la croissance démographique. Actuellement, bon, la situation est la suivante. La planète était peuplée par 1 milliard d'habitants en 1800, 2,5 milliards en 1950 et nous approchons désormais des 8 milliards d'habitants que nous allons atteindre très, très bientôt. Donc, il y a eu effectivement une accélération de la croissance démographique, même si aujourd'hui, on est plutôt en phase de décélération, même si les projections à l'horizon 2100 sont assez variées, puisqu'elles se situent grosso modo entre 9,5 milliards d'habitants et 11,5 milliards d'habitants à l'heure actuelle. Bien. Alors, cette question du nombre d'habitants sur la planète a été un objet de débat. Et c'est vrai qu'il y a eu des tentatives d'essayer d'imaginer, de déterminer un nombre idéal d'êtres humains. Ça a donné, dans les années 50 et 60, la notion d'optimum démographique. Finalement, le nombre d'êtres humains qui peut-être permettrait donc d'avoir une mise en valeur et un développement des populations qui serait proche d'une situation donc optimale. En réalité, cette notion d'optimum démographique, elle est
quasi abandonnée aujourd'hui, dans la mesure où on sait très bien que la question des densités de population doit être ramenée à la question des ressources, du niveau de développement, des investissements démographiques, c'est-à-dire en matière de santé, en matière d'éducation, et également donc aux idéologies, hein, et également aux perspectives, puisque en réalité, dénoncer le risque de surpopulation n'est jamais neutre. Hein, n'est jamais neutre. En effet, dénoncer la surpopulation relève la plupart du temps d'une crainte. Hein, d'une crainte, c'était déjà le cas sans remonter très loin dans l'histoire, de Malthus, hein, qui voyait dans une croissance trop forte de la population une menace à l'ordre établi, hein, et une menace donc aux classes possédantes ou aisées. En 1968, le démographe américain Paul Ehrlich, professeur à Stanford, alertait déjà sur le risque de la bombe P, hein, une expression qui est devenue virale. Dans les années 70, sous l'égide de l'ONU, eh bien, des conférences ont été organisées sur le thème de la population, où les pays développés essayaient de convaincre les pays en développement, les pays du tiers-monde, de maîtriser leur natalité, de maîtriser leur fécondité, de mettre en œuvre des politiques de planning familial. Et ces conférences ne se déroulaient pas forcément très bien, parce que c'était l'époque, notamment au début des années 70, où Mao disait, par exemple, un homme, c'est une bouche à nourrir, mais c'est surtout deux bras. Et finalement, le tiers-monde avait l'impression que, en le poussant à maîtriser sa natalité, eh bien, finalement, le Nord, entre guillemets, voulait assurer la pérennité de sa domination et que c'était finalement une manœuvre de néo-impérialisme. Alors aujourd'hui, ce n'est plus tellement la bombe P qui nous menace, mais c'est plutôt la bombe V, hein, la bombe V, puisque vous le savez, depuis 2018, le nombre d'êtres humains de plus de 65 ans dans le monde a dépassé celui des enfants de moins de 5 ans. Et depuis 1990, eh bien, les effectifs des plus de 80 ans ont triplé, ce qui pose évidemment d'autres problèmes, puisque cette situation menace en particulier les États-providence, les systèmes sociaux des pays qui en sont dotés. Alors, quel est le constat aujourd'hui? C'est vrai que d'ici 2050, la planète va gagner à peu près 2 milliards d'habitants. 2 milliards d'habitants, mais en réalité, si on regarde les 50 pays qui connaissent actuellement la plus forte croissance démographique, 32 sont des pays d'Afrique subsaharienne. Ce qui fait que quand on oppose le Nord vieillissant et le Sud, finalement, qui serait démographiquement très dynamique, c'est faux aujourd'hui. Les États-Unis gardent une démographie dynamique. Et au Sud, je rappelle, bon, si tant est qu'on met encore la Chine dans le Sud, à mon avis, oui, je rappelle que la Chine a une fécondité inférieure à celle de la France aujourd'hui, que c'est le cas de certains pays du Maghreb. En réalité, aujourd'hui, la dynamique démographique la plus forte, on la trouve en Afrique subsaharienne, ce qui alimente évidemment les flux migratoires et alimente aussi certaines, j'ose pas dire idéologies, que l'on a vues lors de la campagne présidentielle, où finalement des populations en situation entre guillemets de trop-plein profiteraient du vieillissement démographique des pays développés et notamment de l'Europe pour opérer un remplacement de la population. Hein, donc on voit bien que ce n'est jamais neutre que de parler de surpopulation. Bien, alors, quelle est la situation? Donc, je parlais du vieillissement de la population, la fécondité baisse, hein, dans le monde. En 1990, l'indice de fécondité était de 3,2 à l'échelle mondiale, 2,5 en 2019, et il sera probablement de 2,2 en 2050. Je rappelle que le seuil de renouvellement des générations, même si ce seuil est discutable, est généralement admis à 2,1. Alors, le monde risque-t-il la surpopulation? Bon, les projections de l'ONU montrent qu'autour de 11 milliards d'habitants,
il y aurait effectivement un problème majeur de satisfaction des besoins de l'humanité. D'ores et déjà, on constate que, comme l'a montré Eric Orsena dans son ouvrage de 2008, Un monde de ressources rares, la rareté de certaines ressources en fait monter les prix, au détriment évidemment des populations les plus pauvres, les plus vulnérables. Et c'est le cas d'ores et déjà pour l'eau douce, dont on ne parle pas du tout en ce moment. On parle plutôt de l'énergie, mais l'eau est un sérieux problème, puisqu'en 2050, 60% de l'humanité vivra dans une région en stress hydrique, donc ce qui va poser évidemment de véritables problèmes et crée déjà donc des tensions. En réalité, la question de la surpopulation doit être analysée à l'aune des modes de vie, à l'aune des modes de vie. Et vous connaissez ce fameux chiffre qui est désormais très médiatisé sur les tonnes ou les quantités de ressources qui sont gaspillées chaque année. Là, c'est le cas sur cette diapositive des productions alimentaires, on le sait bien, et on voit d'ailleurs que le gaspillage n'est pas le monopole simplement des pays développés. Mais c'est aussi la question du jour du dépassement. Le jour du dépassement, c'est le jour où l'humanité a fini de consommer les ressources renouvelables produites sur la Terre pendant 1 an. Et on constate bien que ce jour ne cesse finalement de s'avancer, puisque en 1970, ce jour du dépassement était le 29 décembre. Cette année, il était le 28 juillet. Il y avait eu un petit mur, on avait gagné quelques jours avec la Covid, mais là, on repart sur la même tendance. Mais avec de grosses nuances, si tous les êtres humains vivaient comme des Américains, eh bien, le jour du dépassement serait le 13 mars. Si tous les êtres humains vivaient comme les Français, ça serait le 5 mai. Et si tous les êtres humains vivaient comme des Jamaïcains, eh bien, ça serait le 20 décembre. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, cette question donc de savoir s'il y a surpopulation ou pas en relation avec les ressources, eh bien, elle doit être analysée donc à travers les modes de vie, les modes de développement et relève très clairement de choix politiques. Aujourd'hui, on a à peu près 20% de l'humanité qui consomme 80% des ressources donc de la planète. Je rappelle que, contrairement à une idée reçue depuis 1960, la croissance des productions agricoles est supérieure à la croissance de la population mondiale. Donc, théoriquement, on peut nourrir chaque être humain. Mais si je prends par exemple le Brésil est le 3e exportateur mondial de produits agricoles et 30% des Brésiliens sont en insécurité alimentaire, tout simplement parce qu'il y a un choix politique qui a été fait dans les années 80, encouragé par le FMI, qui est que depuis 20 ans, donc là j'ai le chiffre depuis le début des années 2000, la moitié des surfaces déboisées en Amazonie ont été consacrées à la culture du soja qui sert elle-même à nourrir les animaux. Et vous savez que la consommation de viande est l'apanage des populations les plus développées, donc les plus riches. En réalité, si je reste sur le domaine agricole, si chaque être humain avait le même mode de consommation alimentaire, gaspillage compris, qu'un Européen de l'Ouest, eh bien, il faudrait 3 fois la production mondiale de produits agricoles et alimentaires pour satisfaire les besoins de l'humanité. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de fatalité finalement à l'étroitesse du monde du point de vue des ressources, mais que la question qui est posée, c'est celui des modes de vie, des modes de développement. Et il faut rappeler que depuis donc le début du XXe siècle, l'humanité, et malheureusement cette tendance est toujours à l'œuvre, s'est acheminée vers un modèle de production et de consommation de masse qui est fortement prédateur de l'environnement et qui effectivement s'accompagne mal d'une croissance de la population mondiale, même si celle-ci tend à se ralentir aujourd'hui. Donc, à la question du point de vue de la géopolitique et de la géographie, y a-t-il surpopulation ? La réponse est non.
clairement. D'ailleurs, lorsqu'on regarde la densité mondiale de population sur la Terre, en prenant uniquement les espaces habités, on est autour de 50. Je rappelle que la densité en France est de 110, qu'aux Pays-Bas, elle est à plus de 350, qu'au Bangladesh, elle est à plus de 500. Hein. Donc, voilà, hein, la réponse est négative sur cette question. La Terre, la planète, est-elle surpeuplée à cette échelle? En effet, ce dépassement d'une doxa, qui quand même a la dent dure, hein, l'idée d'une surpopulation qui serait la cause de tous nos malheurs, cache difficilement une raison plus complexe et plus humaine, et qui est la question du désir humain. Si nous, occidentaux, avons besoin de 3 planètes Terre pour satisfaire l'humanité tout entière si elle a notre mode de vie, c'est bien la preuve qu'il y a en nous des désirs de puissance, de consommation, de conquête, qui sont infinis. La question est maintenant de se demander comment satisfaire une humanité dont le désir est infini, sans épuiser les ressources et sans faire de nous des êtres d'hubris capricieuses. Et j'envisagerais une voie de sortie qui est plutôt poétique et métaphorique. Bien évidemment, je ne vais pas résoudre la difficulté géopoliticienne. C'est que il est vrai qu'il existe entre le monde terrestre, qui est fini, qui est limité, qui est cloisonné, et qui est cloisonné par les hommes, on le verra tout à l'heure, et l'âme humaine qui, elle, a des désirs ou des volontés infinies, un écart qui justifie assez ce ressenti humain d'étroitesse. L'être humain projette son désir au-delà de l'espace habitable, on l'a vu tout à l'heure, au-delà aussi peut-être de la satisfaction modérée de ses besoins, on parle beaucoup de sobriété en ce moment, il lui semble que l'espace habitable est trop restreint pour le satisfaire. Dans le monde, l'âme humaine a des aspirations larges et c'est pour cela qu'elle peut peut-être se sentir à l'étroit. Alors, qu'est-ce qui pourrait l'aider ? On pourrait se dire, je vais voyager, je vais sortir hors mon petit monde, par exemple. Ça peut bien aider à faire voir le monde dans son entier pour moins souffrir de cette frustration du sentiment d'étroitesse. Mais cela va peut-être paradoxalement renforcer ce ressenti, parce qu'en allant aux 4 coins du monde, le voyageur peut se sentir pris au piège puisqu'il n'y a pas d'échappatoire physique à ce monde clos de la Terre. Rien ne peut, dans le monde terrestre, sauver notre âme humaine et répondre, par exemple, à nos questions métaphysiques. Alors, je ne reviendrai pas sur le célèbre poème auquel je faisais allusion de Baudelaire, Anywhere Out of the World, mais c'est un peu de cette problématique qu'il retourne. L'âme aspirera toujours à sortir de cet espace, de ce monde, ce qui pourrait être interprété comme le désir de comprendre l'origine du monde, son sens, sa destination, de percer le secret d'une énigme qui sera peut-être non résolue ou alors, si on a cet espoir-là, résolu dans la mort seule. Le monde, en ce sens, n'est pas devenu trop étroit. Il l'a toujours été. Mais l'âme en prend conscience à certains moments de son existence, ce qui n'a pas toujours été le cas. Le monde déjà restreint, limité, est devenu trop étroit, invivable, insupportable pour une âme lorsqu'elle réalise qu'elle ne pourra jamais y trouver de réel apaisement, de réponse à ses questions, même pas dans d'innombrables voyages, pas même en courant le monde. Le seul espace qui pourrait être rendu moins étroit et la satisfaire pourrait être le ciel, et c'est l'hypothèse que je vais suivre durant ce point. Autrement dit, ne pourrions-nous pas porter nos regards sur des espaces plus libres? Ce serait le moyen de moins subir le sentiment étouffant d'étroitesse. Vous voyez qu'ici, l'étroitesse n'est pas le caractère du monde en lui-même, mais son devenir lorsqu'il y a une prise de conscience aiguë de notre condition humaine. On peut regarder le ciel, ce qui revient à reconsidérer la notion même de monde, puisque tout à l'heure, on l'avait pris au sens de terre ou de monde habitable, alors que là, on va le prendre au sens du grec cosmos, c'est-à-dire d'un monde qui est tout à la fois terrestre et céleste, composé de planètes, d'étoiles observables à l'œil nu, puis ensuite par des instruments, et manifestant quelque chose d'assez apaisant pour l'esprit, un ordre régulier, puisque le cosmos, c'est le monde ordonné et beau, celui qui satisfait l'âme par sa régularité. Donc, face au désordre du monde terrestre, qui aboutit à un ressenti d'étroitesse, le ciel pourrait apparaître comme vaste et apaisant.
le peintre républicain catalan Joan Miró a fui la guerre civile espagnole pour gagner la France. Il y a vécu dès la Première Guerre mondiale, durant les années 20. Il est en contact avec le milieu dada, puis surréaliste. Et il va gagner Paris, puis un petit village normand dans lequel il va vivre un certain temps, c'est Varengeville-sur-Mer, au bord de la Manche, qui est un haut lieu de la peinture, puisque Turner y a composé certaines de ses toiles. Monet aussi a donné quelques œuvres magnifiques sur les falaises de Varengeville. On sait que Breton y a composé sa Nadja dans le manoir d'Angot. Calder y a composé de nombreux mobiles. Braque est bien sûr le grand habitant de Varengeville-sur-Mer, où il est d'ailleurs enterré dans un cimetière marin. Et tous ces artistes que je viens d'évoquer, Joan Miró, Alexander Calder, mais aussi Hans Hartung, Paul Nelson, qui avait une maison qu'il prêtait d'ailleurs à ces artistes, ont fabriqué à Varengeville une espèce de lieu de parenthèse enchantée à la veille de la guerre, durant la période de la guerre espagnole. Mais l'heure s'est assombrie et la guerre a été déclarée entre l'Allemagne et la France, si bien que ce qui était pour Miró un lieu de refuge est devenu un lieu d'inquiétude. La maison où il logeait avec sa fille et son épouse à Varengeville-sur-Mer a été bombardée par l'armée allemande. Et la question qu'il s'est posée, c'est où se replier si le monde est devenu dangereux et inhabitable. Alors avant de revenir en pays catalan, puisque ça a été son choix finalement, en 1940, il revient dans le pays catalan, eh bien, il est tenté par une fuite mentale. La fuite mentale se fait au sein du monde terrestre, puisqu'on ne peut pas le fuir physiquement au sens propre du terme. Et il a déclaré a posteriori que lorsqu'il a vécu cette période, il avait été d'un très très grand pessimisme. Il s'était dit, c'est peut-être la dernière fois que je peux peindre. Et il a une très jolie image. Il dit que une fois que les Allemands auront pris le pays, il pourra peut-être peindre un peu dans le sable, mais les vagues effaceront ses œuvres. Ou alors il s'amusera avec la fumée de ses cigarettes à peindre des formes libres. Il lui semblait donc qu'il ne pourrait plus peindre. Alors ce sentiment de fuite va s'exprimer de manière exacerbée, puisqu'en très peu de temps, il va composer les constellations, que je commenterai en partie, parce que je vais en commenter en particulier deux. Alors, les constellations sont nées un peu de manière hasardeuse. Il était dans son atelier, et puis il devait travailler vite, parce qu'il avait ce sentiment d'urgence lié au déclenchement de la guerre en France. Et au lieu de travailler à laver ses pinceaux comme il le faisait habituellement en les diluant dans de l'essence de térébenthine, etc., il les essuyait maladroitement sur un bout de papier. Et ça a créé ces fonds. Il a dilué ces couleurs. Les fonds donc, de ces constellations sont un travail, une espèce de Big Bang pictural hasardeux. Voilà, j'essuie mes pinceaux. Ça me met de bonne humeur, dit-il à Penrose, là, son interlocuteur, et ça le conduit à créer sur ce fond indéterminé, ce chaos presque à la mode d'Hésiode, des formes, c'est-à-dire à fabriquer petit à petit un nouveau monde, un cosmos. Et donc, les constellations qui sont constituées de 22 planches et d'une lithographie et qui illustreront plus tard les proses parallèles d'André Breton sont réalisées sur des petits papiers, ce sont des petits formats. On est sur du 38 cm par 46 cm. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que je peux créer un monde en tout petit, c'est pas grave. Je peux fuir le vaste monde en fabriquant un monde minuscule sur, en gros, une sorte de papier canson, quelque chose d'équivalent. Alors, j'ai choisi de travailler sur deux toiles en particulier. Donc, celle que vous voyez là, c'est l'étoile du matin. Donc, elles ont toutes été composées en 40. Là, on est le 16 mars 1940. Donc là, c'est la version de la Fondation Miró à Barcelone, sachant que dans les années 50, lorsqu'il republie ses travaux avec Breton, on a des formats un petit peu plus petits. Hein. Ceux qui sont au Centre Pompidou sont légèrement plus petits que ceux-là. Et puis la deuxième que je travaillerai avec vous, c'est l'échelle de l'évasion. Alors j'ai choisi bien sûr ces titres, ils sont évocateurs. L'étoile du matin fait directement écho au monde céleste, comme le titre d'ailleurs de l'ensemble des constellations.
La seconde œuvre de même format, donc l'échelle de l'évasion, ne restitue pas la dimension céleste dans son titre, mais évoque une évasion, et c'est une évasion hors le monde, comme si on quittait l'horrible monde terrestre qui est en guerre en fabriquant une échelle de corde, une corde de drap, comme font les prisonniers lorsqu'ils veulent fuir une prison, une évasion du monde tel qu'il est, parce que ce monde est odieux, mais aussi peut-être une évasion hors la peinture convenue, puisque Miro, on le dit, disait que la peinture traditionnelle était pourrie comme le ventre d'une putain. Ça ne s'invente pas. Alors, pour Miro, le ciel est du monde, l'espace le plus libre, et c'est pour ça qu'il a besoin de s'y réfugier mentalement ou dans la création. Par des effets d'abord de transparence, qui sont travaillés dans des couleurs primaires. Donc là, vous le voyez, il y a un fond qui utilise une unité chromatique assez douce, mais avec plutôt un aspect rougeâtre, puis jaunâtre sur la partie haute, et donc bleuâtre et blanchâtre sur la partie basse. En fait, il a essuyé ses couleurs primaires, hein, c'est de ça dont on parle, mais cette dimension de dilution produit un ciel assez harmonieux, hein, une harmonique de couleurs qui permet de créer du lien entre les différents espaces. On a l'impression de passer sans heurts du rouge au jaune, du jaune au blanc, du blanc au bleu, comme si on pouvait rétablir par l'unité chromatique du ciel l'harmonie, les liens qui sont heurtés par la guerre. Hein, sur Terre, les êtres sont séparés, dans le ciel, ils sont réunis. La preuve en est toutes ces petites lignes qui réunissent les éléments disparates de la toile. L'unité est rétablie entre des éléments différents. On verra que certains sont plutôt humains, d'autres animaliers, d'autres renvoient à des corps célestes. Tout cela est un espace unitaire. Dans l'espace, on ne sépare plus les hommes des animaux, des corps célestes. Et puis, le ciel, vous le voyez, est un espace habité, traversé par des regards. On a des yeux, là, il y en a plusieurs. C'est un espace de partage, de confraternité, qui s'oppose au monde divisé par les guerres humaines. Les lignes fabriquent un texte, un tissu, un tissage qui relie les êtres entre eux, une sorte de toile d'araignée. Et Dieu sait que le thème de l'araignée est omniprésent, hein, dans l'œuvre de Miro. Alors, le ciel, c'est un espace humain, bien sûr. C'est un espace de projection. Lorsque on a un titre comme l'Étoile du matin, on comprend bien que c'est la première qui s'éclaire à la nuit tombée, c'est la dernière à s'éteindre au petit matin. Elle incarne l'espoir, elle incarne le renouveau. Et on a besoin, lorsqu'on est dans un monde de guerre, de se projeter vers un monde de transformation et de bonheur. On voit que nous sommes aussi, nous, les êtres humains, des contemplatifs, puisqu'il y a tous ces regards. On a parlé ce matin des regards de face et des regards de biais. Là, ce sont plutôt des regards de biais qui sont proposés. Et au fond, si on les prend tous, eh bien peut-être que toute l'œuvre de Miro est accessible par ces différents regards. Il y en a un pour regarder chaque partie du paysage. L'homme est inscrit dans un monde qu'il aime regarder, qu'il aime contempler. Et c'est par le regard que nous fuyons aussi l'horreur. Quand on est face à l'immonde, on détourne le regard et on regarde ailleurs. Et en levant les yeux vers le ciel, on peut échapper au sordide de l'existence. Alors bien sûr, représenter des étoiles, c'est faire en sorte que la nuit nous permette d'échapper au jour. Sidera, en latin, c'est le désir, et c'est aussi ce qui a donné sidéral, donc les étoiles. Ça nous renvoie à une fuite qui correspond à une satisfaction de nos désirs. Nous sommes sans doute au premier moment du jour, comme le dit le titre, hein, c'est une étoile matinale, c'est un moment matinal. Et c'est vrai que ces premiers moments du jour sont ceux de l'origine du monde, un monde encore pur. Hein, on a parlé tout à l'heure de l'étymologie de mundus, qui désigne ce qui est mouillé, ce qui est pur, ce qui a été lavé. C'est bien de ce monde-là, non encore sali par la guerre dont on parle. Mais l'origine du monde, c'est aussi sans doute un petit écho à l'origine du monde de Courbet. Le motif du sexe féminin est là implicite à travers des triangles, mais aussi le motif de la petite araignée qui, chez Miro, est une figuration enfantine sans dramatisation aucune du sexe féminin et de sa pilosité. Donc, lorsque vous avez comme ça des petits personnages qui ont l'air d'être des petites lunes avec des poils autour, ce ne sont pas des araignées, mais des représentations du sexe féminin.
En effet, pour Miro, les moyens de l'évasion, je reviens au titre de la deuxième œuvre, sont l'échelle, c'est par là qu'on commence à fuir, le sexe féminin et l'oiseau. Alors, les premiers moments du jour sont rendus par des couleurs primaires. Entendez primitives. Si j'utilise des couleurs premières, c'est parce que je suis au premier moment de l'existence, dans des moments de transparence et de clarté. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a des éléments en aplat qui sont très denses, mais on a tout le reste qui est en transparence. Et ne dit-on pas, après tout, que le ciel est transparent ? Surgissent des êtres représentés par des aplats de couleurs pures qui sont souvent travaillés en contrepoint. Donc un début de forme en rouge qui ensuite est poursuivi en noir ou en rouge et en bleu, et ainsi de suite, avec donc un dialogue permanent entre ces différentes couleurs. C'est que le ciel est à la fois donc transparent, dilaté, mais aussi plein de matérialité. Il est immatériel et matériel, il est vide et plein puisqu'il est habité, donc il y a des éléments denses. Nous sommes face ici, vous le voyez, à des entrelacs d'éléments figuratifs anthropomorphes, des yeux, des regards, des langues, des nez, des bouches, des cheveux, peut-être des poils, d'éléments zoomorphes, des naseaux, des becs, des dents acérées, peut-être une araignée, des oiseaux de profil, et des éléments plus abstraits, comme des lignes entrelacées, des triangles, des petites lunes, des gouttes, des ronds. Comme si le domaine humain, animal et céleste se réunissaient. C'est un lieu de reconquête de l'unité. C'est vrai que les constellations, puisque donc, je vous le disais, l'ensemble s'appelle constellation, sont d'abord des ensembles d'étoiles, des dessins, des figures qui sont formées par des ensembles d'étoiles sur la voûte céleste. Nos civilisations ont toutes essayé de relier par des lignes imaginaires les étoiles en traçant des figures sur la voûte céleste, et c'est ça que l'on appelle les constellations. En réalité, dans l'espace tridimensionnel, elles sont souvent très, très éloignées les unes des autres, donc difficile de les relier. Mais si on est peintre et qu'on utilise la surface bidimensionnelle, comme le fait notre regard lorsqu'il regarde le ciel, eh bien là, tout s'unit, le lien réapparaît. Alors, je vous ai mis une liste de constellations. Alors là, vous avez l'échelle. C'est la liste des noms des constellations. C'est tellement poétique en soi que je vous en lis quelques-unes de ces constellations. Il y a les figures animales, l'ours, le scorpion, les animaux du zodiaque, bélier, lion, taureau. Il y a des éléments anthropomorphes, chevelure de Bérénice, cocher, gémeaux. Le peintre est une constellation, la Vierge, etc. Et puis, il y a des figures abstraites. Le triangle, le sextant, le compas, la couronne, la croix du Sud, la flèche, etc. Alors, vous aurez le plaisir de les relire. C'est vrai que tous ces noms font rêver et sont en soi évocateurs. Ils nous font fuir très, très loin, ces mots-là. Les constellations rendent, on le voit, le ciel habitable parce qu'elles le cartographient. Chaque élément peut y être trouvé à une place qui est toujours identique. Autrement dit, lorsqu'on perd ses repères ici-bas à cause de la guerre, eh bien, dans un ciel constellé, on en aura toujours des repères. C'est un moyen de mieux vivre au sein du monde terrestre, un moyen de trouver des repères s'ils avaient été troublés ou perdus sur l'espace terrestre. J'en arrive à un deuxième moment donc, de l'analyse, où nous allons montrer que la découverte du monde vaste n'a pas tout à fait détruit le ressenti d'étroitesse. Alors, une petite ouverture très rapide avant de passer la parole à Alain. Ce qu'on voit bien sûr, c'est d'abord que la conception moderne a ouvert un champ très vaste, puisque nous avons défendu en astronomie puis en astrophysique l'existence d'un monde en infinie expansion. Donc, le monde n'est plus clos, ni même d'ailleurs ordonnée. Chaque étoile de l'ancienne sphère des fixes, de l'ancienne constellation, est devenue elle-même un élément d'une galaxie qui ouvre elle-même sur des espaces infiniment vastes. Si bien d'ailleurs que le mot cosmos n'est pas tout à fait adéquat pour parler de cette ouverture. En grec, on utilise plutôt l'expression topan, le tout, le grand tout, terme qui a été vulgarisé par les épicuriens en particulier.
Et l'astrophysique moderne permet de vérifier ces intuitions épicuriennes antiques en observant des galaxies extrêmement lointaines. On appelle ça les champs profonds, c'est-à-dire les parties de l'espace qui sont les dernières détectées par nos Hubble et autres instruments. Ce qu'on sait aussi à travers les avancées scientifiques contemporaines, c'est que le monde s'étend infiniment en tant que les éléments qui le composent s'éloignent les uns des autres, s'écartent toujours plus. C'est ce qu'on a appelé l'infinie expansion. Il y a un monde en dilatation. Alexander Friedman a émis cette hypothèse pour justifier que l'univers ne tombe pas sous l'effet de sa propre gravitation. Et ensuite, Edwin Hubble, qui a donné son nom à un instrument d'observation fabuleux, le corrobore en montrant que la lumière qui a été émise par ces éléments se décale vers le rouge. Ça veut dire qu'il y a toujours plus d'espacement puisque la lumière est de plus en plus rouge. Ça veut dire que la longueur d'onde émise par ces galaxies est de plus en plus grande. Alors, dans ce monde si vaste, voire infini, nous devrions logiquement être moins angoissés. Pourtant, c'est dans ce monde de plus en plus vaste que nous créons de plus en plus de murs et de frontières. La géopolitique éclaire tout à fait ce paradoxe. Voilà, alors effectivement, nous sommes dans un monde qui est réputé être ouvert, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et pourtant, il n'y a jamais eu autant de frontières qu'aujourd'hui. Et on continue d'en créer. Donc, je rappelle que la frontière, c'est la marque d'une territorialisation, d'une appropriation, parfois d'une identité, d'un sentiment d'appartenance. La frontière est une limite géographique qui peut être une ligne, un espace, entre deux sociétés humaines. Michel Fouché explique que la frontière, c'est, je cite, l'histoire inscrite dans la géographie, ou, dit-il, du temps inscrit dans l'espace. La frontière peut évidemment être invisible, mentale, culturelle, idéologique, etc. Donc, on s'intéressera ici, puisqu'on n'a pas trop de temps, aux frontières principalement internationales. Et j'essaierai de répondre donc à cette question, pourquoi finalement tracer des frontières? Alors, avant de répondre à cette question, quelques remarques. La première, c'est que la notion de frontière ligne est une notion récente. Jusqu'au XVIIe siècle, la frontière était plutôt un espace, une transition, une marche, aux limites souvent floues. D'ailleurs, en anglais, le terme frontière désigne un espace ouvert. Pour la frontière, on utilise un border et pas frontière. C'est un espace ouvert à conquérir, vierge, qui s'ouvre donc aux hommes. Alors certes, depuis la haute antiquité, il y a toujours eu des bornages, des stèles, etc., pour marquer des frontières, mais ça marquait beaucoup plus, je dirais, une présence. Le limes romain lui-même était très discontinu, etc. Donc c'était plutôt pour marquer une présence. En France, le terme frontière renvoie beaucoup à une dimension militaire, puisque c'est finalement le rapport de force, le front, la marque donc d'une cicatrice. Tracer des lignes délimitant la souveraineté des États date surtout du XVIIe siècle, avec le traité de Westphalie qui a mis fin à la guerre de 30 ans. Ce qui fait que la plupart des frontières internationales sont récentes en réalité. Aujourd'hui, il y a 312 dyades dans le monde, ce qui représente à peu près 263 000 kilomètres de frontières. On n'a jamais eu ça donc dans l'histoire. Et il faut rajouter les frontières maritimes, puisque vous savez que depuis le début des années 80, la Convention de Montego Bay, il y a eu une territorialisation très fine des espaces maritimes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 750 frontières interétatiques, véritablement un record. En Europe, qui est le continent dont les frontières sont les plus instables, 40% des frontières actuelles datent d'après 1990. Voilà, même en Amérique latine, où il y a souvent le cliché dans les manuels scolaires qui explique que les frontières seraient celles des découpages internes de l'Empire espagnol. En fait, aujourd'hui, 70% des frontières interétatiques en Amérique latine sont postérieures donc aux indépendances. Et ça vient du fait notamment qu'il y avait souvent
pas de bornage précis, que les limites coloniales, religieuses, judiciaires, administratives étaient imbriquées. Il a fallu les dénouer et on sait que ça a été très conflictuel. Alors, une autre question qui se pose souvent, et là aussi il y a beaucoup d'idées reçues, c'est est-ce qu'il existe des frontières naturelles? La réponse que nous faisons dans la géographie moderne, ça n'a pas toujours été le cas, et en géopolitique, c'est qu'il n'y a pas de frontières naturelles. Les Pyrénées séparent les Catalans, les Basques. Là, on présente souvent dans les manuels le fait que la cordillère des Andes serait une frontière naturelle entre le Chili et l'Argentine. Le problème, c'est que la limite du partage des eaux ne correspond pas à la ligne des plus hauts sommets, ce qui évidemment a généré pas mal de contestations, de conflits, etc. Le choix d'une délimitation est toujours un choix arbitraire qui peut s'appuyer sur des éléments naturels, un fleuve, une montagne, etc. Mais c'est toujours un choix arbitraire. Et parfois, cela correspond à un véritable projet politique. Par exemple, sous la Troisième République en France, eh bien, on vendait aux jeunes Français, finalement, l'Hexagone avec des frontières naturelles qui seraient le Rhin, les Alpes, les Pyrénées, l'océan Atlantique. Mais encore une fois, il n'y a pas de frontières naturelles, comme d'ailleurs il n'y a pas de frontières naturelles des continents, comme l'a montré Christian Grattalou en 2009 dans son ouvrage « L'invention donc des continents ». Alors, s'il n'y a pas de frontières naturelles, il n'est pas non plus naturel de délimiter les territoires. Hein. Je le disais tout à l'heure, la majorité des frontières ont au maximum 2 siècles, et ça s'explique pour 2 raisons. La première, c'est que finalement, lorsqu'on a des espaces qui sont peu peuplés ou qui présentent peu d'intérêt, finalement, la délimitation est inutile. Par exemple, si on prend le désert d'Atacama, longtemps, il n'y avait aucune délimitation. Et en fait, la question s'est posée au XIXe siècle, lorsqu'on y a trouvé des richesses naturelles, des nitrates en particulier, où là, évidemment, il a fallu délimiter pour s'approprier des ressources, des richesses, ce qui a d'ailleurs été l'une des causes de la guerre du Pacifique, qui d'ailleurs a créé un litige qui n'est toujours pas résolu avec le fait que la Bolivie a perdu son débouché maritime. L'autre raison qui fait que les frontières lignes sont récentes, c'est qu'il n'est pas du tout facile de tracer donc une frontière. On peut séparer des États, mais séparer des peuples, séparer des nations, c'est extrêmement difficile. Ça a été la grande illusion du traité de Versailles, où le président américain Wilson était arrivé à Versailles avec sa grande idée du principe des nationalités, où on a découpé les prisons des peuples qui étaient les empires, donc en multiples États européens. Et en réalité, ça a donné lieu à une multitude de conflits, parce qu'il est très difficile de séparer des peuples qui, à certains endroits, sont forcément donc imbriqués. De la même façon, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la frontière a été tracée entre le Pakistan et l'Inde, ça a donné lieu à plusieurs millions de victimes et des transferts massifs de population qui sont toujours source de contestation. C'est pour ça que parfois, dans l'histoire, eh bien, on s'en remet à Dieu pour tracer des frontières. Ça a été le cas bien connu entre l'Argentine et le Chili pour définir la souveraineté sur le canal de Beagle. Voilà, mais recourir à Dieu, c'est toujours un petit peu aléatoire, parce que parfois, Dieu se trompe. Je me permets de citer Sylvain Tesson dans son ouvrage « Géographie de l'instant » en 2021, où il explique, où il dit, évidemment au second degré, que Dieu a créé un monde où certains de ses commandements ne peuvent être respectés, parce que finalement, comment définir les dates du Ramadan au-delà des cercles polaires arctiques et antarctiques où le soleil ne se couche pas plusieurs mois par an? C'est la question qu'il pose, bien évidemment, au second degré. Alors, la frontière peut être un outil de construction de la nation. D'accord. Et dans beaucoup de régions du monde, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine, l'État a précédé la nation et le nationalisme. Mais parfois, la frontière gêne aussi la construction de la nation. C'est le cas de certaines frontières coloniales comme en Afghanistan,
où le corridor de Wakhan avait été délimité pour séparer donc l'Empire russe de l'Empire britannique. Et évidemment, ce type de frontière-là gêne vraiment l'organisation d'un espace national et donc la construction d'un sentiment national. Il faut voir qu'une frontière ne sépare pas forcément. Une frontière peut être une coupure, le rideau de fer, la zone démilitarisée en Corée. Donc, une frontière peut être une cicatrice, mais une frontière peut être aussi une couture, comme le dit André-Louis Sanguin, voire le pont de l'Europe, donc à Strasbourg. La frontière, elle est même productrice de territoires, ce qu'on appelle des régions transfrontalières. On le sait, la région Sarre-Lorlux, par exemple, la région des trois frontières entre Paraguay, Argentine et Brésil. Mais en même temps, lorsque la frontière est trop ouverte, c'est que souvent, elle n'est pas contrôlée et elle génère souvent des régions d'activités illicites, criminelles, etc. C'est le cas notamment à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, au Waziristan, où là, on a une frontière qui n'est absolument pas contrôlée et qui a été le repère d'Al-Qaïda à la fin des années 70 ou au début des années 80. Et c'est pour cette raison que Régis Debray écrit « Toute frontière, comme le médicament, est remède et poison, tout est une question de dosage ». Et au fond, finalement, le rôle d'une frontière, c'est avant tout d'être un filtre. Alors, pourquoi tant de frontières ? Écoutez, je vous donnerai deux réponses. Alors, vous m'excuserez par avance pour les auteurs. Donald Trump, qui dit « Si vous n'avez pas de frontières, vous n'avez pas de pays ». Et puis, si vous préférez, Vladimir Poutine, qui déclare, mais vous allez voir, c'est très rassurant, les frontières de mon pays ne se trouvent nulle part. Alors, je vous laisse juste savoir quelle déclaration est la plus rassurante. Je prendrai deux exemples. Le premier exemple, c'est ce qu'on appelait le divorce de velours en 1993 entre la Slovaquie et la République tchèque. Vous savez que les deux peuples ont décidé de se séparer pacifiquement, donc ils ont créé une frontière internationale, et pourtant, ils ont été tous les deux candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Ils sont entrés dans l'Union européenne en 2004, une Union européenne où les frontières sont ouvertes, qui est un espace de mobilité. Et on voit bien que dans ce cas, la frontière, c'est un marqueur d'identité, une territorialisation, un marqueur d'identité qui est d'autant plus importante dans la mondialisation où effectivement, il y a une crainte finalement de perte d'identité qui d'ailleurs, par ricochet, amène beaucoup de peuples à vouloir réaffirmer leur identité et parfois même réécrire un roman national pour affirmer cette identité, voir la Catalogne, mais là je me tournerai vers Christine. Voilà. Le deuxième exemple, évidemment, c'est la question des murs. C'est tout le paradoxe de la mondialisation. Alors même que la doxa libérale prône une mondialisation, l'ouverture, le libre-échange, les murs et barrières n'ont jamais été aussi nombreux. Depuis la fin de la guerre froide, si on compte les murs, les grillages, etc., on a eu entre 25 000 et 30 000 kilomètres de murs, de frontières fortifiées qui ont été érigés. Et ce qui est frappant, c'est que dans la plupart des cas, ces murs sont érigés par l'État dominant qui veut se protéger donc d'une menace qui peut être la menace migratoire, la menace criminelle, ou tout simplement imposer une souveraineté territoriale. Voilà, c'est le cas. Donc, bon, j'ai mis plein de photos de murs, ça ne manque pas. Là, on voit le mur qu'Israël construit à la frontière de la Cisjordanie, qui rentre de 10 km à l'intérieur du territoire de la Cisjordanie. Donc, ces murs, on en construit de plus en plus. Ils ont une efficacité qui est tout à fait relative. On sait très bien, par exemple, que la fortification des frontières à Ceuta et Melilla aboutit à une route migratoire passant par les Canaries, qui est extrêmement dangereuse et beaucoup plus coûteuse pour les migrants. Mais effectivement, on continue de construire des murs parce que le mur
quand bien même les États sont conscients d'une efficacité très limitée, et puis surtout dans un monde où les flux sont de plus en plus immatériels, hein, eh ben, le mur est la marque d'une protection, de l'affirmation d'une souveraineté et également d'une identité. Alors, si le mur a pu être envisagé comme un pharmacone, hein, à la fois poison et remède, et si Poutine envisage oui, que son monde n'ait pas de frontières ou que ses frontières ne soient nulle part, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'une utopie offre une échappatoire illusoire dans le monde lorsqu'il est vécu dans l'étroitesse? Et c'est vrai que les tentatives pour conquérir des espaces célestes comme la Lune puis Mars ne semblent pas rendre le monde moins étroit. L'Agence spatiale européenne a réfléchi à la façon dont, dès les années 2030, une colonie d'hommes pourrait s'installer sur le satellite de la Terre. Et lors d'un congrès à Riga en 2017, le projet a été envisagé avec le plus grand sérieux, notamment par Bernard Fouing. On userait de l'hélium 3 qui se trouve sur la Lune pour fabriquer d'énergie. On transformerait la glace de ces pôles en eau. Un tel projet ne place-t-il pas l'homme dans un monde encore plus étroit que celui qu'il habite actuellement? L'urgence écologique, c'est vrai, semble contraindre à une vie de plus en plus étroite, de promiscuité forcée et de survie périlleuse. Mais alors sur la Lune, je ne suis pas sûre qu'on aboutisse à une solution tout à fait satisfaisante. Et je voudrais m'appuyer rapidement sur l'Utopia de Moore, qui, rappelons-le, est une utopie insulaire. C'est-à-dire que lorsqu'on envisage un autre monde, il est souvent beaucoup plus étroit que celui que l'on quitte. Et il ne survit et vit que par les apports des autres pays, puisque, par exemple, des habitants d'Utopie, dans l'Utopia de Moore, ont tout appris en empruntant des connaissances antérieures, en pillant les savoirs à droite et à gauche. Donc, une telle société insulaire est-elle enviable sans de possibles communications avec le reste du monde? Une vie sur la Lune est-elle bien une solution d'ouverture et d'élargissement? Vous voyez qu'on peut en douter. Raison pour laquelle on s'est posé cette dernière question, qu'on va essayer de traiter assez rapidement puisqu'il ne reste que 10 minutes. Comment réinvestir ce monde terrestre sans y étouffer? Est-ce qu'on pourrait le reconsidérer, le monde, en portant son intérêt à des choses qui seraient la positivité de l'étroitesse? Alors, il y a peut-être cependant un danger à faire de l'étroitesse une valeur en soi. Ce sera mon premier axe d'attaque. Depuis la fin du XVIe siècle, il n'y a plus de terre absolument inconnue sur les cartes. Les cartographes ne font plus figurer de terra incognita sur leurs cartes. Le savoir a rendu plus étroit le monde terrestre, si on entend par là plus connu. Le Nouveau Monde, l'Afrique profonde, le Japon, les pôles, autant d'espaces qui sont devenus entre le XVIe et le XIXe accessibles à tous les hommes. Le paradoxe, c'est que plus l'homme connaît la Terre et élargit ses vues, plus il se sent à l'étroit. Et l'étroitesse du monde contemporain s'accroît encore parce que on est toujours plus connecté. Les distances parcourues sont toujours plus rapidement parcourues. L'espace et le temps ne se sentent plus dans un monde d'immédiateté de nos communications, du fait de la grande rapidité aussi de nos transports. Autrement dit, nous avons fait de l'étroitesse une valeur en soi. Nous voulons que tout soit accessible facilement et rapidement. Nous appelons de nos voeux des transports plus étroits grâce aux télécoms, une proximité toujours plus grande qui tente à faire de nous, les habitants cosmopolites, d'un global village, un village planétaire selon l'expression du sociologue canadien Marshall McLuhan dans son bouquin The Media is a Message. Alors c'est vrai que contrairement à l'idée qu'on en a, lorsque McLuhan parle du global village, eh bien c'est de manière assez critique, puisqu'il nous montre que dans ce monde, et d'ailleurs son éditeur s'était trompé, il avait marqué comme titre « Message and Massage » à la place de « Message ». Et McLuhan s'amuse à le garder. Massage, pourquoi pas? Oui, massage, très très bien. Il l'écrit en 2 mots, Mace. Age, l'âge des masses. Pourquoi pas? C'est angoissant cette façon dont les médias, loin d'être divertissants, sont trouvés angoissants parce qu'ils produisent des relations étroites, alors que nous, êtres humains, nous avons, dit-il, besoin de relations tribales. Alors, qu'est-ce qu'il appelle relations tribales? C'est se sentir appartenir à une même proximité, pas une proximité mondiale, mais à une culture particulière.
Et c'est pour ça qu'il nous dit que plus le monde devient global, plus on assiste à une retribalisation, c'est-à-dire finalement à des replis communautaires de la part des hommes. On croit unifier le monde et en réalité, on ne fait que multiplier les mondes. Ce besoin de proximité, de promiscuité n'est peut-être pas moins fondamental au bien-être, pas moins essentiel au bien-être humain que le désir de fuir hors le monde. Et à ce compte, on pourrait ne plus voir le monde comme étroit ou plat, mais d'une épaisseur nouvelle. Oui, alors je reviendrai un petit peu sur une notion que je crois qu'on n'a pas utilisée, qui est la notion d'écoumène, qui est une notion qui a longtemps été utilisée par les géographes, c'est-à-dire l'espace un petit peu habité, humanisé, qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens, parce que la mer, évidemment, n'est pas habitée, mais elle est traversée sans arrêt, elle est exploitée. Les pôles aujourd'hui, pas l'Antarctique encore, mais le pôle Nord est en train d'être colonisé, exploité, etc. Ce qui fait que cette notion d'écoumène, finalement, en géographie, elle n'a plus beaucoup de sens. Alors, c'est vrai que la représentation du monde a évolué depuis l'ère de la mondialisation néolibérale. Tu l'évoquais, il y a un livre qui, en 2006, avait eu beaucoup de succès, de Thomas Friedman, qui était un journaliste, qui était The World is Flat, le monde est plat, le monde est ouvert, etc. Voilà, et qui, d'ailleurs, dans son ouvrage, il dit beaucoup de choses, il mélange aussi beaucoup de choses. Tu évoquais tout à l'heure Marshall McLuhan. Moi, je suis toujours surpris de voir les interprétations un petit peu fantaisistes sur McLuhan, parce que dans un village, il y a des murs. On l'oublie un peu souvent. Ce n'est pas parce qu'on vit proches les uns les autres que l'harmonie s'installe. La réponse à Thomas Friedman a été apportée par François Heisbourg, un géopolitologue français en 2007, qui a écrit un livre, L'épaisseur du monde. Et c'est bien cela, le monde est épais, le monde est beaucoup plus complexe, le monde n'est absolument pas plat. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Julie parlait de la retribalisation. Nous, en géopolitique, on parle plutôt de reterritorialisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes de reterritorialisation, donc je n'ai pas le temps de développer, mais on le voit bien en Amérique latine, avec les communautés indiennes qui ont été éparpillées beaucoup par l'exode rural, depuis les années 50 et 60, et qui aujourd'hui, finalement, sont extrêmement virulentes et dynamiques pour revendiquer à nouveau, c'est une vieille revendication évidemment, mais le droit à la terre, le droit des terres ancestrales, etc. Ce qui pose d'ailleurs, je dirais, pourquoi est-ce que ce droit finalement n'est pas évident à reconnaître? Tout simplement parce que souvent il y avait une propriété collective de la terre dans les communautés indigènes, alors même que les États modernes ont mis en œuvre la propriété privée. C'est vrai que dans les années 90, il y a beaucoup d'États qui ont un petit peu abandonné ce mythe de l'assimilation. Finalement, tout le monde est citoyen, qu'il soit indien ou autre. Beaucoup d'États, avec l'arrivée au pouvoir de gouvernements de gauche, ont réformé la Constitution, ont transformé le pays en État plurinational, ont reconnu plusieurs langues, etc. Mais on constate qu'aujourd'hui, les revendications territoriales de ces communautés sont toujours extrêmement fortes. On le voit bien au Chili, on le voit en Colombie. Mais ce qui je vais très vite, j'en suis désolé, mais qui pose un certain nombre de problèmes, et on le voit bien aujourd'hui en Colombie, parce qu'on a des communautés qui réclament des terres sur lesquelles il y a des paysans. Et en particulier dans une région où il y a pas mal de tensions actuellement en Colombie, il y a beaucoup d'agriculteurs noirs qui sont des descendants d'esclaves et qui disent, mais au fond, pourquoi, alors même que cette terre a été mise en exploitation par nos ancêtres, les esclaves, pourquoi est-ce que les indigènes auraient un droit supérieur au nôtre? Voilà. Et donc, cette reterritorialisation qui rentre dans un cadre évidemment assez opportuniste aussi, parce que on le voit bien, j'avais mis cette photo
qui me semble assez évocatrice, pardon, voilà, bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, finalement, on voit que beaucoup de leaders indiens, indigènes, ont saisi l'opportunité de la transition écologique et du développement durable. Ils rappellent évidemment la Pachamama, le fait qu'ils sont des peuples qui historiquement sont les plus en harmonie avec la nature, et finalement, ils habillent leurs revendications dans un contexte général qui est celui de la transition écologique, de la lutte pour un développement durable, etc. Mais on voit bien que sur le terrain, cette reterritorialisation ne va pas de soi parce que, évidemment, ça crée des querelles de légitimité, des querelles territoriales qui ne sont pas simples donc à dénouer. Voilà. Alors, bon, pour terminer, je voudrais juste dire une chose en conclusion, c'est que, étroitesse du monde ou pas, ce qu'on observe quand même, c'est que les hommes vivent de plus en plus concentrés. Je rappelle qu'aujourd'hui, 55% de la population mondiale vit en ville. La transition urbaine est en pleine accélération. Pourquoi ? Parce que, j'allais dire, pour vivre heureux, vivons serrés. Mais le fait est que la proximité permet une production de richesse et un développement plus accéléré que la dispersion. Et là aussi, cette concentration est aujourd'hui parée des vertus de l'écologie, puisque l'heure est à la redensification des villes au nom de la préservation de l'environnement et d'un développement durable. Et donc, peut-être qu'à travers la transition écologique qui s'impose à nous tous, la question de l'étroitesse va se poser avec des termes différents. Oui, en effet, on voulait conclure sur cette idée que l'étroitesse, ça a peut-être du bon. Où se tourner pour trouver l'inconnu vers l'étroit. Un corridor, par exemple, c'est étroit, mais ça ouvre sur des espaces en les désenclavant. Un détroit, c'est un lieu de passage étroit, mais ça ouvre vers un espace océanique immense. Ça relie deux espaces plus vastes, comme le détroit de Magellan, etc. Un couloir, c'est étroit, mais ça ouvre sur des portes qui donnent sur des pièces plus vastes que lui. L'étroit est donc souvent ce qui ouvre sur le large. Telle peut être la valeur d'un poème, d'ouvrir sur le large, tout en étant étroit, d'un tableau, d'un petit format qui ouvre sur le large. Le monde est ce qu'il est. Sa taille, sa forme, on ne la changera pas. Son origine et sa destination demeurent pour nous des mystères absolus. En revanche, nos actions, nos conceptions, nos désirs, nos frustrations rendent plus étroit ou au contraire plus vaste et plus riche le monde. Il faut peut-être renouer avec la contemplation du minuscule, le monde des fourmis, le monde des abeilles, un sexe de femme comme une toile d'araignée chez Miro. L'univers nous échappe, certes, mais il ne faut pas en redouter l'étroitesse, il faut la célébrer comme ouverture vers le large. Désolé de l'accélération vers la fin, parce que je voyais leur tourner, donc au risque du simplisme, mais de mon côté, en tous les cas. Mais bon. C'est passionnant ce que tu disais sur l'Amérique latine. Oui. Oui. Bon, j'avais beaucoup plus de détails, mais j'ai sabré. On est en retard, peut-être qu'on peut faire toutes les questions à la fin, peut-être. Non, mais ça m'a fait penser à l'infiniment petit aussi. On pourrait se reposer les mêmes questions et reposer les mêmes problématiques que vous avez soulevées avec aussi l'infiniment petit, des découvertes qui ont été faites. Mais oui, le microcosme, ça désigne maintenant le monde des insectes, c'est étonnant. Et en littérature, chez Paul Michon, ça permet de relire les vies minuscules autrement. Oui, bien sûr. Il y a un détail sur Milo. Quand tu dis qu'on retrouve le monde primaire, le monde premier, et souvent on dit que justement Milo tente de recréer son monde d'enfant, le regard d'enfant. Ça, finalement, est-ce que c'est là que réside la... Oui, moi j'y pensais parce que la vérité. Quand mon fils était plus petit, il avait toujours les yeux rivés au sol et il trouvait toujours des choses improbables. On a trouvé des petites bélemnites, ammonites minuscules, mais vraiment de 2 ou 3 millimètres. Et sans lui, je les aurais ratés. Donc oui, le regard de l'enfant sur l'infiniment petit, sur des choses. Ils ont un regard de détail aussi.
Donc ça, c'est assez précieux. Nous, on a des vues d'ensemble, mais eux, ils ont un petit regard comme ça, qui voit des petites choses tout petites. C'est éclairant pour nous d'avoir un regard d'enfant. Hein. Le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté, pareil. Hein. C'est intéressant la liste que tu as fait de Miro, parce qu'on se rend compte que, oui, exploiter du monde, alors. J'arrête le partage. J'arrête le partage. Oui, c'est ça, c'est l'art. En fait, c'est l'œuvre d'art elle-même qui devient le lieu de refuge. C'est le fait de créer. Et il le dit, j'essuie mes pinceaux et tout à coup, je suis de bonne humeur. Parce que, oh, il y a un monde. Je suis en train de créer un monde. Et c'est vrai que quand ça va mal, créer, se sentir configurateur de monde, c'est précieux, je crois. Moi, ce qui m'a surpris, c'est dans la bouche de géopoliticien d'entendre la notion que moi j'avais uniquement entendue auparavant dans la bouche de la philosophe, c'est territorialisation, reterritorialisation et déterritorialisation. Parce que moi, c'est Deleuze. Alors, je voulais savoir, je ne sais pas si c'est... Il emprunte à la géographie de Deleuze. Ah, voilà, c'est ça. Oui, non, c'est un vocabulaire de géographie et il l'emprunte à la géographie. Voilà. Disons que pour nous, en géographie, hein, le territoire, c'est l'espace approprié, aménagé, délimité et vécu. Hein, ça, c'est le côté géographie sociale. Et effectivement, donc, on étudie en géographie sociale tous ces processus de territorialisation, reterritorialisation, déterritorialisation, etc. Ça, on étudie depuis quand? Alors, en géographie, si tu veux, la géographie sociale, elle s'est développée à partir des années 60-70, beaucoup. C'est en même temps que Deleuze. Ouais, c'est ça. Mais il est grand lecteur de ces travaux-là. Voilà, c'est Paul Claval, etc. Des gens comme ça. Il le dit, emprunter ce vocabulaire-là à la géographie. Il assume complètement cette paternité de la géo. Je trouve que c'était dit, du coup, ça fait un aller-retour, c'est très intéressant et ça s'applique parfaitement. Voilà. Merci.